Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Du don, du tri et du recyclage, la 4e édition de Mona Collect débute demain sur le quai Antoine Ier. Cet événement solidaire met cette année à l'honneur le textile sous toutes ses coutures. Nous en parlerons dans quelques instants avec le directeur général de la Société monégasque d'assainissement, Pierre Bardy. Christophe Robineau, nommé parrain de la promotion 2024-2027 de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé est allé à la rencontre des étudiants aujourd'hui. Un club business 100% féminin, c'est l'idée créée par 2 entrepreneuses monégasques. Son nom, SheWorks. Nous avons assisté à leur premier événement. Puis nous recevrons ce soir Denis Caro, le directeur des rédactions et directeur délégué de Nice Matin et Monaco Matin. Il viendra nous présenter la nouvelle formule du quotidien régional qui fête cette année ses 80 ans. Nous ouvrons donc ce journal avec la 4e édition de Mona Collect qui s'ouvre demain sur le quai Antoine Ier. Cet événement solidaire autour du don, du tri et du recyclage a pour thème cette année le textile sous toutes ses coutures. Pour développer cette actualité, le directeur général de la Société monégasque d'assainissement est notre invité ce soir. Bonsoir Pierre Bardy. Bonsoir Émilie Rousseau. Vous donnez rendez-vous au Monégasque à partir de demain sur le quai Antoine Ier. Est-ce que tout est en place pour le lancement de cette 4e édition ? Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est sur le montage pour que tout soit en place demain, vendredi et samedi pour accueillir les Monégasques demain et samedi de 10h à 19h non-stop pour cette 4e édition de Mona Collect. Alors concrètement, les Monégasques vont pouvoir venir déposer tous les objets dont ils ne se servent plus ou qu'ils souhaitent se séparer ou faire don. Alors, tout à fait. Mona Collect, c'est avant tout un événement solidaire. Donc, j'insiste sur cet aspect-là. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser les inutiles de certains. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'associations qui nous accompagnent sur des dons de vêtements, des dons de jouets, des dons de livres qui vont pouvoir bénéficier à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est bien entendu d'avoir un impact pédagogique, puisqu'on va avoir nombre d'ateliers sur lesquels on va pouvoir avoir en tout cas un aspect pédagogique pour tous nos visiteurs cette année sur la thématique du textile. Et enfin, on a sur Mona Collect la délocalisation de notre mini-déchetterie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir tous les déchets ménagers spéciaux qui ne doivent surtout pas être jetés dans la poubelle grise. J'insiste là-dessus. Par contre, on ne pourra pas accueillir les encombrants et les déchets trop volumineux. Voilà, je tiens quand même à le rappeler pour tous ceux qui nous rendront visite. Quels sont les déchets qui ne doivent pas se trouver dans la poubelle grise dont vous venez de mentionner ? Alors par exemple, ce sont les piles, ce sont les ampoules, ce sont les batteries, je pense aux batteries lithium, ce sont les radiographies, ce sont les solvants, ce sont les pots de peinture qui doivent être jetés dans des exutoires spécifiques pour pouvoir ensuite les recycler. Pour cette nouvelle année, c'est le thème du textile qui a été retenu, vous l'avez dit. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors c'est vrai que chaque année, on essaye de changer la thématique. Cette année, on s'est arrêté sur la thématique du textile. Et ce qui a pu nous permettre, en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et du sport, de pouvoir proposer diverses animations. Et notamment, nous avons travaillé avec une classe de l'école de la Condamine et l'atelier Alizé. Et donc on a une classe de l'école de la Condamine qui viendra faire un défilé cette année, samedi matin, d'accessoires avec du textile réutilisé. Donc les élèves ont travaillé leurs accessoires au travers de divers ateliers sur les derniers mois. Et donc samedi matin, ils vous présenteront leur confection sur un tapis de défilé qui lui-même est issu de chutes de tapis recyclés pour le petit clin d'œil. Pierre Bardy, Mona Collect connaît un succès grandissant chaque année. Les chiffres des dernières éditions le prouvent. En effet, de par à la fois la fréquentation, puisqu'on arrive à toucher plus de 2000 personnes chaque année sur ces 2 jours, premièrement. Deuxièmement, c'est la quantité de dons que nous avons sur les années précédentes. On tournait aux alentours de 10 tonnes de dons. Et l'année dernière, ce sont plus de 16 tonnes de dons qui ont été faites aux associations. Ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième, c'est la quantité de déchets ménagers spéciaux que nous accueillons. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 2 tonnes de déchets ménagers spéciaux sur 2 jours. Alors on rappelle, cet événement est organisé conjointement avec la direction de l'aménagement urbain, en collaboration avec la mairie. Vous venez de le dire, il est axé autour de la collecte, de la réutilisation des objets et du tri des déchets. Est-ce que les Monégasques, justement, jouent le jeu du tri ?
Les Monégasques jouent le jeu du tri, oui. On a une bonne performance du tri. Mais vous savez, c'est un geste du quotidien et c'est un effort continu. À ce propos, on va essayer de rendre le tri encore plus poussé et de proposer des solutions encore plus pragmatiques aux Monégasques et adaptées à notre territoire, puisqu'on va lancer au mois d'avril notre mini-déchetterie mobile. C'est-à-dire qu'on va avoir, et vous le retrouverez à partir de demain et samedi sur Monacollect, une fourgonnette qui va se déplacer dans les quartiers de la Principauté une fois par mois, le samedi matin, et qui va pouvoir accueillir les déchets ménagers spéciaux qui ne doivent pas se trouver dans la poubelle grise. Une déchetterie mobile, vous venez de le dire, à découvrir donc à partir de demain à l'occasion de la 4e édition de Monacollect sur le quai Antoine Ier. Merci beaucoup Pierre Bardy d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, bonne soirée. Christophe Robineau, nommé parrain de la promotion 2024-2027 de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, également docteur en médecine, spécialiste en néphrologie et en réanimation médicale, a rencontré aujourd'hui les étudiants au centre hospitalier Princesse Grace, là où ils suivent leur cursus. Le reportage d'Émilie Flamin et Alexandra Marangoni. Les 25 nouveaux élèves infirmiers ont nommé leur parrain. Et leur choix s'est porté sur le ministre de la Santé, Christophe Robineau, pour son parcours professionnel en qualité de médecin et son fort attachement à la santé en principauté. J'ai évolué pendant de très longues années dans l'établissement hospitalier Princesse Grace, que j'y ai vu de nombreuses élèves infirmières parcourir les couloirs de nos services, que, à titre personnel, ma propre mère a été étudiante dans cette école d'infirmière et a mené toute sa carrière au CHPG, et que pour moi c'est vraiment une forme de reconnaissance de toute l'attention que j'ai toujours portée au personnel soignant. Un choix évident pour ces futurs infirmiers et infirmières. On a su qu'il était anciennement docteur au CHPG. De plus, sa mère était aussi infirmière au CHPG. Du coup, vu la tâche familiale qu'il avait et puis qu'on pouvait avoir aussi, personnellement, ma grand-mère et mon père sont aussi au CHPG, donc on s'est un peu reconnu en lui et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Pendant 3 ans, Christophe Robineau va accompagner ces jeunes dans leurs études. Au niveau de la santé, vu qu'il a été docteur pendant des années, bien sûr, nous donner des conseils, nous, pour notre profession, autant dans les valeurs professionnelles que personnelles. Je pense que c'est important, mais c'est sécurisant aussi d'avoir le ministre de la Santé de Monaco, en plus qu'il a été ici docteur, donc c'est un sentiment de sécurité aussi auprès de nous, élèves, tout jeunes novices dans la profession. À la fin de leur cursus, le ministre de la Santé aura l'honneur de remettre leur insigne aux jeunes infirmiers diplômés. Intéressons-nous à présent à la commission consultative des jeunes. Instituée en 2004 par ordonnance souveraine, elle regroupe les jeunes âgés de 15 à 25 ans, représentant les mouvements et associations de jeunesse de la Principauté. Elle s'est réunie aujourd'hui au lycée Régnier 3 pour un moment d'échange avec les pouvoirs publics. Les détails de Christine Dapetit sur des images de Loïc Marage. Il s'agissait d'une promesse du gouvernement. Cette commission n'avait pas eu lieu depuis plus de 10 ans puisque la dernière de ce genre s'est tenue en 2011. Une commission pour parler surtout de ce qui préoccupe nos jeunes aujourd'hui et de leurs attentes. L'objectif, c'était que ce soit les jeunes qui, au fond, inscrivent ce qu'ils voulaient à l'ordre du jour. Et donc on a parlé à la fois de scolarité, c'est bien normal compte de leur âge, de loisirs, de santé, de vecteurs de communication vis-à-vis de la jeunesse. Donc les sujets ont été très variés et ont permis d'ailleurs de constater que cette jeunesse est à la fois soucieuse de réussir sa vie et en même temps elle a des préoccupations qui nous reviennent et dont il faut tenir compte. Du point de vue culturel, beaucoup de jeunes aiment la musique, donc ça c'est un point qu'on pourrait développer. Ensuite, concernant les loisirs, tout ce qui est jeux de société, ping-pong, c'est vrai qu'il y a aussi les jeux vidéo qu'ils aiment et tout ce qui est aussi c'est pas vraiment scolaire, mais concernant la créativité, l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes lycéens aimeraient être entrepreneurs, donc leur mettre l'espace à disposition où ils pourraient se réunir afin d'échanger sur leurs idées autres serait bien. D'autres lieux de loisirs ou plus, par exemple, on a parlé de la santé mentale, plus de gens à notre disposition parce que ça peut être compliqué dans les parcours au lycée, ça peut être compliqué. Un point qui est souvent revenu, c'est tout ce qui concerne la scolarité.
Et sur ce plan-là, moi j'ai eu l'impression qu'ils s'estimaient surchargés. Ils estimaient que les horaires étaient très lourds, ils avaient peu de temps pour eux. Et donc ça nous amène à réfléchir, parce que si vous voulez, en même temps on s'inscrit dans des programmes scolaires, et pour autant, il faut entendre cette préoccupation. Mais il est vrai aussi, compte tenu du système des options, compte tenu aussi de l'offre culturelle, sportive, qui est très importante en principauté, qui sont tentés de s'inscrire à beaucoup de choses. Et puis à la fin de la journée, à Monaco, ça fait 24 heures comme ailleurs, ils ont du mal à trouver l'espace de temps nécessaire pour un peu respirer. On a un emploi du temps assez chargé, je pense, et que derrière, ce serait bien qu'on aille souffler un peu dehors avec nos amis, faire des activités du coup avec eux. Même si l'éducation, ça passe avant tout, faut qu'on pense un peu à notre avenir. Et je pense que tout est mis en place par le gouvernement pour qu'on ait un très bel avenir. Une commission essentielle donc pour l'avenir de nos jeunes et qui réunissait des membres du gouvernement, de l'Éducation nationale, de la mairie et du Conseil national autour de représentants d'associations et d'adolescents de la principauté, tous présents aujourd'hui pour parler, échanger et chercher ensemble des solutions pour un futur meilleur pour nos jeunes et un environnement plus adapté à leur attente. Voilà donc la voix de ces jeunes entendus par les pouvoirs publics. Le networking est devenu un élément clé pour réussir sur le plan professionnel. Deux jeunes femmes de la principauté l'ont bien compris. Elles ont imaginé un business club 100% féminin, baptisé She Works. Le premier rendez-vous a réuni plus de 60 participantes. Retour en images avec Sarah Inkari et Hugo Comassa. Que ce soit via son smartphone ou sa traditionnelle carte de visite, le tout est d'échanger ses coordonnées. Permettre aux femmes de se retrouver et d'élargir leur réseau professionnel, c'est l'idée qu'ont eue Madina et Julie, toutes deux entrepreneurs, avec ce business club baptisé She Works. L'objectif est d'offrir un espace propice pour toutes les femmes professionnelles qui entreprennent ou qui souhaitent entreprendre, pour échanger entre elles, se connecter, partager leur expérience professionnelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On a fait un petit test l'année dernière avec 2-3 événements. On s'est rendu compte qu'il y avait un réel engouement et qu'il y avait de vraies opportunités d'échange entre les femmes. Et cette année, c'est du coup le lancement officiel de She Works. On a notre premier événement et on est ravis du nombre de participantes qui se sont inscrites ce soir. Et les participantes sont elles aussi ravies, d'autant que durant la soirée, une petite activité ludique leur a été proposée. Pendant 5 minutes, elles avaient pour mission d'aborder une femme qu'elles ne connaissaient pas, et cela à 3 reprises. C'est très bien aussi parce que c'est vrai que ça permet d'aller voir au-delà des personnes qu'on connaît. On a tendance à rester avec les personnes qu'on connaît, donc c'est une très belle initiative. C'était une évidence pour moi de venir pour aussi rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles femmes qui sont aussi entrepreneurs pour avoir en fait des échanges professionnels. Les adhésions seront bientôt possibles. En attendant, vous êtes toutes les bienvenues aux événements de She Works qui prendront aussi la forme d'ateliers formation. Le futur est prévu en avril. N'hésitez pas à vous connecter aux réseaux sociaux du club pour ne rien manquer de son actualité. En basket, Monaco a largement dominé Paris hier en Euroleague. Une victoire 91-79 marquée par une Roca Team exemplaire et consciente de l'enjeu de cette rencontre. Grâce à ce succès, les Monégasques affirment leur place dans le top 4 de la saison régulière. Et hasard du calendrier, ils retrouvent Paris ce dimanche en championnat cette fois-ci pour un nouveau choc qui aura lieu à la salle Gaston Médecin. C'est un changement qui n'est pas passé inaperçu si vous êtes fidèle à la presse papier. Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin ont lancé depuis une semaine une nouvelle formule de leur édition. La maquette se distingue avec une approche plus moderne et plus colorée, tout en conservant l'identité et l'ADN du groupe. Un changement qui coïncide avec les 80 ans de Nice Matin. Pour en parler, Denis Caro, le directeur des rédactions et directeur délégué de Nice Matin et Monaco Matin, est en duplex avec nous. Bonsoir Denis Caro. Bonsoir. C'est un beau cadeau que s'est offert le groupe Nice Matin pour son 80e anniversaire. Hein. C'est un très beau cadeau, une nouvelle maquette, ça arrive très rarement. Ça faisait quasiment 20 ans qu'on n'avait pas tout revu du sol au plafond dans les colonnes de Monaco Matin, Nice Matin et Var Matin. Et c'est le cas, et effectivement, c'est un grand saut que nous avons effectué. Une nouvelle formule conçue par Jean-François Labour qui a déjà collaboré avec Le Figaro, L'Équipe ou encore Le Parisien.
Oui, Jean-François Labourse est un grand directeur artistique qui est assez connu dans notre profession, à qui on doit les maquettes actuelles du Figaro, du Parisien, de l'Équipe et plus récemment de la Tribune Dimanche. Et on a travaillé avec lui pendant 1 an en lui donnant un cahier des charges très clair. C'est de tout changer, mais sans perturber nos lecteurs et sans rien enlever de l'ADN de nos journaux. Et justement, comment les lecteurs ont accueilli ce changement ? Alors, ils accueillent ce changement diversement parce que quand vous bouleversez des habitudes, des gens qui sont habitués à une formule alors qui a évolué par petites touches, mais qui est la même depuis une vingtaine d'années, mais forcément, ça suscite des réactions. Mais ce qui nous rassure et ce qui nous encourage, c'est que les réactions positives sont très largement supérieures aux réactions négatives. On a reçu beaucoup d'encouragement. Nos lecteurs trouvent cette nouvelle maquette plus moderne, plus claire, plus aérée et d'une certaine manière plus haut de gamme aussi. Est-ce que c'est une façon de dire aussi, Denis Caro, que la presse papier a encore de l'avenir ? C'est vraiment le message qu'on entend, qu'on a entendu délivrer. Bien sûr, il y a une érosion des ventes de la presse papier depuis des années. La presse nationale est touchée, la presse quotidienne régionale est touchée, mais nous défendons le papier qui constitue encore une source très importante de nos revenus, qui a encore beaucoup d'adeptes. Et le papier, c'est la vitrine, même si aujourd'hui notre audience est beaucoup plus digitale que papier, ça reste le repère pour les lecteurs, mais aussi pour les partenaires et pour les annonceurs. Oui, parce que l'actualité locale et régionale reste très suivie. L'actualité locale, régionale reste très suivie. On le voit sur les supports digitaux. Nos résultats d'audience et les gros cartons d'audience, c'est sur de la bonne information locale, du fait divers local, de l'exclu, de la politique locale. C'est ça l'ADN de Monaco Matin, de Nice Matin et de Var Matin. Et c'est ça qu'on va continuer à cultiver. Simplement, on le cultive avec une forme plus moderne et plus attrayante qu'avant. Oui, le développement du numérique reste un axe important pour continuer d'informer vos lecteurs. Ça reste un axe important. Aujourd'hui, Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin, c'est 22 millions de visites par mois. C'est considérable et c'est la première manière de s'informer sur l'actualité de Monaco, de la Côte d'Azur et du Var pour des gens qui habitent ici, mais aussi qui habitent en dehors de notre région et à l'étranger. Et c'est beaucoup le cas pour Monaco qui a énormément de lecteurs et d'internautes à l'autre bout du monde ou partout en France. Je crois savoir que d'autres pistes, d'autres étapes de développement sont à venir. C'est correct, Denis ? C'est correct et c'est en ça que le 80e anniversaire de nos titres est un événement puisque après ce nouveau journal, cette nouvelle formule, on lancera à l'horizon de l'été un nouveau site internet, là aussi entièrement revu et a priori à la fin de l'année de nouvelles applications mobiles. Donc on aura presque bouclé la boucle en un an et on va aussi avoir beaucoup de surprises à l'occasion du 80e anniversaire de nos titres. Et on restera bien évidemment attentif. Merci beaucoup Denis Caro d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. On vous emmène à présent en Belgique tout en restant en principauté. Depuis 1 an maintenant, les saveurs belges sont à la carte du Smakelijk. Comprenez bon appétit en flamand. Ce restaurant du Méridien Beach Plaza propose les spécialités du pays, des gaufres, des bières belges, du spéculoos, sans oublier la frite, une fierté nationale pour les Belges que l'on ne cuisine pas n'importe comment, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Fabien Bonilla et Julien Laugier. Le restaurant Smakelijk a investi le Méridien Beach Plaza depuis 1 an maintenant avec une carte de spécialité belge. Et bien pour aller encore plus loin dans les spécialités du plat pays, désormais une collaboration vient de voir le jour avec Smakelijk et Frites Atelier. Frites Atelier, c'est quelqu'un qui avait créé une marque de mode et qui après s'en est séparé et qui a voulu se lancer dans le marché de la frite et qui a aussi abordé la frite avec ce même esprit de la mode, du design, de la qualité. On a trouvé que cette collaboration serait parfaite pour s'insérer dans notre brasserie belge et proposer en même temps que une gastronomie belge de brasserie associée à une chose de street food. Mais cette fois-ci, c'est une street food façon gastronomique. C'est-à-dire que vous allez avoir des plats à base de frites mais qui vont être élaborés par nos chefs qui sont des chefs extrêmement qualifiés, extrêmement talentueux, qui vont vous proposer des recettes en topping sur des frites qui vont vous provoquer vraiment une expérience gastronomique, le tout avec des prix raisonnables.
La frite est un business, cela représente 92 milliards de dollars dans le monde et on en consomme 11 millions de tonnes par an, parfois de mauvaise ou moyenne qualité dans des huiles qui laissent à désirer. Ici, au Méridien Beach Plaza, on respecte la frite. C'est une agria, elle est cuite dans un premier bain à 140 degrés pour la pocher et ensuite la refrire à 180 degrés pour l'aspect croustillant. Ensuite viennent les accompagnements. Donc on a un topping à base de bœuf braisé, un topping à base d'échine de porc caramélisé, basse température, un topping autour des moules, bien sûr, moules marinières avec une aioli au safran, un topping autour, là pour être un petit peu plus exotique, d'une crème de fromage nachos, avec un petit croustillant de lard fumé. Donc voilà, plusieurs recettes comme ça qui sont déclinées et on fera certainement des suggestions durant l'été et après la saison. Pour accompagner cette barquette de frites gastronomiques, une multitude de bières belges est proposée, sans oublier le dessert, comme par exemple un Paris-Brest qui a fait un détour avec du spéculoos et qui s'appelle le Paris-Bruxelles. Pour vous donner un exemple de prix, une barquette de frites à l'échine de porc caramélisée, une bière blanche de Bruxelles 33 centilitres et un dessert, le Paris-Bruxelles, il faudra compter 39 €. Et après avoir dégusté de bonnes frites, pourquoi ne pas rester au Méridien Beach Plaza pour assister au Smakelijk Comédie belge? 2 nouvelles soirées stand-up sont au programme, vendredi et samedi, avec à l'affiche Sarah Lélé, Pierre-Emmanuel et Sacha Ferrat. La mairie de Monaco a inauguré hier soir un nouveau rendez-vous au marché de la Condamine. Il invitait les musiciens et les chanteurs, professionnels ou amateurs, à improviser sur scène. Vanessa Dessy et Julien Laugier ont suivi cette première jam session. Voyez leur reportage. C'est une nouvelle animation pour rythmer les soirées du quartier de la Condamine. Les jam sessions ouvertes à tous sans distinction d'âge ou de niveau musical. La première édition avait pour objectif de transformer le marché en une scène vivante où musiciens et chanteurs, amateurs ou confirmés, ont pu improviser ensemble. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de dynamiser la vie locale. C'est vrai que ce soir on a souhaité proposer une animation un peu différente d'ordinaire. Donc une jam session, c'est une scène ouverte à tous les amoureux de la musique. Donc que vous soyez musicien, chanteur, professionnel ou amateur. Donc ce soir c'est vraiment l'occasion pour chacun de monter sur scène et de faire le spectacle. Et bien sûr pour le plaisir de ceux qui sont venus partager ce moment de musique et aussi de ceux qui sont venus tout simplement dîner dans la halle et qui pourront le faire en chanson et aussi dans une ambiance vraiment conviviale. L'entrée est libre et gratuite, on arrive comme ça. Donc si on a envie de chanter, on prend la pause sur la scène. Pareil pour si on a envie de jouer de la musique. Et il y a des instruments qui sont mis aussi à disposition des personnes qui n'en ont pas. Et le spectacle commence. Le public a répondu présent pour cette première édition. Dans une ambiance chaleureuse et festive, spectateurs et musiciens ont partagé un moment de convivialité autour de performances improvisées. Sourires et applaudissements ont rythmé la soirée, confirmant le succès de cette nouvelle animation musicale. J'adore. Ça donne l'opportunité aux gens de venir chanter, etc. Même moi, je vais chanter après. Et voilà, des gens qui ont toujours voulu chanter et qui peuvent avoir une scène. Franchement, je pense qu'il y a plus de gens qui veulent chanter que ce qu'on pense ici. On trouve ça génial parce que de base, il était sur Nice. Mais du coup, le fait qu'il apporte ici, c'est excellent. En plus, c'est un ami qui organise ça, c'est Loïc là-bas. Donc on est trop fiers, c'est trop chouette, ça fait plaisir. J'aime bien parce qu'il organise aussi des mariages et renouvellements de vœux. Et ils sont venus au mois de septembre faire le renouvellement de vœux avec mon épouse. On était 37 et ils ont vraiment fait une animation magnifique. On pouvait jouer aussi. Et j'adore le concept aussi où on peut jouer. Enfin, je veux dire, on est accompagné, tout ça. J'ai trouvé ça super. Père, il est temps qu'on organise des choses à Monaco pour tout le monde. Et c'est super, I love it. Je trouve ça exceptionnel, c'est bien, parce que moi je suis une école de chant à Monaco et je suis venu voir un peu les gens, c'est agréable, c'est très agréable, c'est bien. Une ambiance festive, du partage et de la musique en toute liberté. Cette nouvelle formule a déjà séduit les habitués du marché de la Condamine. Un succès qui pourrait bien se renouveler très prochainement, peut-être dès le mois prochain. Ainsi s'achève cette édition. Dans quelques instants, la météo de Sarah Inkari, suivie du magazine Rencontre. Dans ce nouveau numéro, Yann-Anthony Nogues reçoit le chef étoilé Marcel Ravin. En attendant, on se quitte avec les photos de Manuel Vitali et la 4e édition de Girl Boss qui avait pour invité Charlotte Casiraghi. Nous y reviendrons dans notre édition de demain présentée par Théo Schumer. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, de belles éclaircies sont toujours à prévoir dans le ciel demain, mais aussi pas mal de nuages qui se dissiperont au fil de la journée. Pas de pluie au programme et les températures remonteront de quelques degrés pour atteindre 12 le matin et 16 l'après-midi. Le printemps arrive à grands pas d'ailleurs, nous gagnerons encore 3 minutes de soleil, ce qui veut dire qu'il ne se couchera pas avant 18h26. Dernière chose, ce vendredi, nous fêterons la Sainte Félicité. Belle soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.